Bonjour, il a été érigé principal opposant à Louis Alliot, il est aujourd'hui candidat à la mairie de Perpignan. On vous retrouve aujourd'hui pour le premier épisode des grands entretiens dans le cadre des élections municipales. D'ici les scrutins des 15 et 22 mars prochains, on reçoit à la rédaction les candidats à la mairie de Perpignan. Le premier, Bruno Nougaret, candidat de la droite et du centre. Avec un axe clé, redorer l'image de la ville et recréer un sentiment de fierté chez ses habitants. Au programme de cet entretien, sécurité, emploi, lutte contre la précarité, mais aussi un plan ombre inspiré de l'Andalousie pour faire face aux pics de chaleur. On revient aussi sur le bilan de Louis Alliot, le maire sortant. Tout de suite, Bruno Nougaret est l'invité de Made in Perpignan. Juste avant, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne YouTube de Made in Perpignan. Bonjour Bruno Nougaret, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce grand entretien. Je vais tout d'abord rappeler votre parcours personnel, professionnel et politique. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a une erreur ou quelque chose, si vous êtes d'accord. Vous avez 47 ans, vous êtes né en Bretagne et vous vous êtes installé à Perpignan depuis plus de 20 ans. Jusque-là, tout va bien. C'est ici que vous avez construit votre vie personnelle, familiale et professionnelle. Ingénieur de formation, vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise. Vous dirigez une société d'édition qui emploie plusieurs dizaines de salariés, dont une part importante à Perpignan, et vous revendiquez un parcours issu de la société civile. Votre engagement politique débute en 2009 lors d'une élection municipale partielle. Et en 2020, vous êtes élu conseiller municipal sur la liste de l'ancien maire Jean-Marc Pujol. Au fil du mandat, vous devenez l'un des principaux opposants au maire sortant, Louis Alliot, au sein du conseil municipal. Vous êtes souvent qualifié de candidat conservateur en raison de vos engagements auprès de la communauté catholique, mais nous y reviendrons. Vous avez officialisé votre candidature en novembre dernier. C'est d'ailleurs votre première candidature à une élection municipale en tant que tête de liste. Et le 15 et 22 mars prochain, vous sollicitez le vote des Perpignanais et des Perpignanaises avec le soutien de plusieurs partis de la droite et du centre. Vous êtes soutenu par les Républicains de Bruno Retailleau, Renaissance de Gabriel Attal, Horizon d'Édouard Philippe, le Modem de François Bayrou ou encore, dernièrement, Oui au pays catalan. Et l'UDI. Et l'UDI. Pourquoi cette volonté de collectionner les étiquettes ? Alors, je ne crois pas qu'il y ait de volonté de collectionner les étiquettes, c'est juste que quand on se présente à une élection municipale, on va s'occuper, une fois élu, de l'ensemble des Perpignanaises et des Perpignanais, de ceux qui ont voté pour vous, de ceux qui n'ont pas voté pour vous, de ceux qui ne votent plus du tout, et de beaucoup de gens qui n'ont pas les mêmes idées que vous. Et je crois que ce qui fait la compétence d'un maire, c'est sa capacité à faire travailler ensemble des gens qui n'avaient pas forcément prévu de travailler ensemble. Et moi j'ai cherché, c'était mon objectif dans cette élection, à mettre derrière moi, avec moi, autour de moi, à côté de moi, des personnalités venues de champs politiques différents, des personnalités venues de la société civile, mais qui ont au cœur un véritable amour pour Perpignan. Et c'est ça qui était pour moi le plus important. Donc au-delà des étiquettes, ce rassemblement, il montre ma capacité à faire travailler pour le bien du territoire des gens très différents. Donc la convergence entre toutes ces formations politiques, elle est où en fait ? Perpignan. Nous avons tous décidé de mettre Perpignan au cœur de notre engagement. Vous savez, pour ma part, j'ai pris un engagement de ne pas faire de politique nationale. J'ai pris l'engagement de ne me présenter qu'à une seule élection, cette élection municipale et communautaire de Perpignan. C'est celle qui me correspond, c'est celle pour laquelle j'ai envie de servir et de m'engager. À partir de là, j'ai voulu rassembler toutes ces figures de la droite et du centre, ces partis politiques, ces personnes qui ne sont pas encartées, ces personnes qui ont Perpignan au cœur et qui, derrière un programme, derrière un projet, ont souhaité s'investir pour construire l'avenir de Perpignan. Mais une fois élu, quelle sera vraiment la ligne politique de votre majorité ? Puisque là, on voit bien qu'on va des catalanistes à Retailleau, il y a quand même un large éventail de formations politiques. Je crois qu'une politique municipale, c'est d'abord une politique de bon sens, c'est une politique de service du quotidien. Alors, c'est une politique qui s'intéresse aux réalités concrètes des habitants d'une ville. Ces réalités, on les connaît toutes, les problématiques de sécurité, les problématiques d'emploi, les problématiques de proximité, les problématiques de services, de santé, des problématiques du quotidien. Là-dessus, nous mènerons cette politique de proximité au service des Perpignanais, et j'y rajoute, avec une gestion de l'argent public. Parce qu'en fait, si derrière vous n'avez pas d'abord cette gestion de l'argent public, cette maîtrise de la dépense publique, vous n'avez pas les moyens d'investir. Or, aujourd'hui, Perpignan est une ville qui est en retard, et donc il y a besoin de ce bon sens et de cette gestion de l'argent public. Bruno Nougaret, durant tout le mandat, Louis Alliot vous a adoubé comme son principal opposant, mais qu'est-ce qui vous distingue de lui ?
à beaucoup de choses. Je ne crois pas du tout être fait du même bois. C'est-à-dire que je crois d'abord, moi, au service d'une ville, avant de croire à une ambition personnelle, avant de croire... Moi, Perpignan n'est pas un tremplin politique pour moi. Sur le fond des idées, je crois que les années d'opposition au conseil municipal ont vu montrer tous les points qui différaient entre nous. Je viens de parler de la gestion financière. Les dépenses de fonctionnement ont explosé pendant ce mandat. La taxe foncière a été augmentée de quasiment 20% pendant ce mandat. C'est-à-dire que la gestion de l'argent public n'est pas du tout au cœur du projet municipal actuel. La proximité n'est pas au cœur du projet municipal actuel. Moi, je crois à un maire qui est là au quotidien. Vous savez, nous sommes dans la seule ville de France dans laquelle le maire n'accorde pas de permanence pour que les Perpignanaises, les Perpignanais puissent venir le rencontrer. C'est quelque chose qui est totalement contraire avec mon ADN et de chef d'entreprise et d'homme engagé. Pourtant, malgré tout ce que vous dites, le sondage de l'IFOP pour le journal L'Indépendant vous place très loin derrière le maire sortant avec, selon les configurations, entre 12 et 15,5% des intentions de vote. Est-ce que ce retard est rattrapable? Alors, c'était un sondage de début de campagne qui était d'abord un sondage de notoriété. Ce sondage en plus ne tenait pas compte du fait que j'avais rassemblé l'ensemble des soutiens des partis de la droite et du centre. Il me cataloguait uniquement comme candidat de la droite, ce qui est évidemment réducteur par rapport à notre projet. N'oublions jamais que sur cet espace politique de la droite et du centre, vous aviez 5 listes en 2020, il n'y en aura qu'une seule ce coup-ci. Donc c'est un sondage de début de campagne qui mesurait la droite et le centre autour de 20%. C'est une base sur laquelle on est en train de construire. Donc c'était uniquement sur la notoriété? C'était un sondage de notoriété d'ailleurs, c'était un des premiers points qui était... vis-à-vis du maire, ce sondage? C'est un satisfecit toujours, mais vous savez, quand vous êtes maire sortant, vous avez un énorme avantage. Vous avez normalement labouré le terrain, vous avez été présent, vous avez eu tous les moyens de communication de la ville à votre service pendant tout un mandat. Donc c'est évident que vous ne pouvez pas sortir très bas. On ne va pas non plus se mentir, on sait très bien que le contexte national est favorable aujourd'hui au Rassemblement national. Il y a une forme de dégagisme qui s'exprime. Et moi, c'est une des difficultés à laquelle je pense que nous sommes tous confrontés quand on s'engage en politique. Les habitants vous disent, c'est très bien ce que vous nous dites, mais finalement, même si vous avez l'air différent des autres, à la fin, vous ferez comme tout le monde. Et ça, c'est une fatalité qu'il faut combattre et qu'il est nécessaire de combattre tous les jours. Bruno Nougared, le Canard enchaîné, vous a épinglé pour des propos homophobes et qui semblaient remettre en question la loi Veil sur l'IVG. Qu'en est-il de cette étiquette de réac ou de conservateur qui vous colle à la peau? Alors, le Canard enchaîné a sorti des textes que j'avais écrits quand j'avais une vingtaine d'années dans une revue catholique. J'ai épousé la ligne éditoriale de cette revue. Vous êtes journaliste, vous savez comment ça marche quand on travaille pour un journal, quel qu'il soit. Ce sont des propos, je l'ai dit, et sans aucune difficulté, que je ne tiendrai évidemment pas aujourd'hui. Nous étions 10 ans avant la loi Taubira, pour le mariage pour tous. Et je crois que c'est plutôt un avantage qu'on peut me donner. J'ai su, pendant ma vie, apprendre des gens que j'ai rencontrés, des personnes que j'ai rencontrées, j'ai changé, j'ai évolué sur un certain nombre de sujets. Vous faites amende honorable sur ce propos? Je l'ai dit, je m'en suis jamais caché. J'ai dit qu'évidemment, je n'écrirais pas ça aujourd'hui et qu'il n'y avait aucune difficulté vis-à-vis de ça. Et je pense que ça fait aussi partie de ce qu'on est dans la vie. Et d'ailleurs, si on devait examiner tout ce que chacun avait écrit quand il avait 20 ans, je ne suis pas sûr qu'on ne tomberait pas de Karim Ancilla. Je ne sais pas si je serais le seul à être vraiment épinglé. Donc oui, j'admets totalement ça, je l'assume, je le regrette. Une problématique aujourd'hui avec les homosexuels Je ne crois pas avoir. Je crois que tout mon engagement public montre que, avant tout, je suis là au service de la population, que je ne me suis jamais posé la question de savoir ce que croyaient les gens, ce que vivaient les gens, ce qu'étaient les personnes. Ce qui compte pour moi, il y a des Perpignanaises, il y a des Perpignanais, et je suis là pour les servir tous sans distinction de religion, de race, de quoi que ce soit. Et je crois en avoir fait la démonstration pendant mes années d'engagement public, et tout le monde peut en être témoin. Les 2 derniers maires ont tenu coûte que coûte à installer les crèches de Noël dans le patio de la mairie de Perpignan. Si demain vous étiez maire de Perpignan, que feriez-vous? Quelle est votre position sur la laïcité? Alors, c'est 2 questions qui n'ont pas grand-chose à voir. Ma position sur la laïcité, elle est très simple. C'est-à-dire que pour moi, la laïcité, elle est définie, d'ailleurs, c'est une des spécificités françaises qui est totalement neuve par rapport à beaucoup d'autres régimes qu'on trouve dans d'autres pays. La laïcité, c'est la capacité de chacun de vivre sa religion ou son absence de religion partout, y compris dans l'espace public. C'est la définition de la laïcité à la française telle qu'elle est. Voilà. Après... Enfin, les crèches dans l'intérieur d'une mairie, ça va à l'encontre de la laïcité, quand même. Là, je fais une différence dans l'espace public, avec la neutralité de l'État, ce qui a toujours été la norme. C'est-à-dire que l'État est neutre,
Et chacun peut ensuite exprimer sa position religieuse et vivre sa foi, quelle qu'elle soit, ou son absence de foi, dans l'espace public, dans la mesure où tout ça ne se contrevient pas, et l'État est là pour assurer cette neutralité, cette laïcité. Donc je suis tout à fait à l'aise avec ça. Après, la question de la crèche qui se pose est toujours la même. Il y a la question de la tradition. Il y a quelque chose dans Noël qui dépasse le cadre stricto sensu religieux. Une crèche n'est pas un objet de culte en tant que tel. Et donc il y a toujours eu, dans beaucoup d'endroits, et c'est le cas dans ce département, une capacité à mettre en avant des traditions, notamment la tradition du Pessèbre. Moi, quand la question avait été posée au conseil municipal et que la question s'était posée de savoir, une fois que le tribunal administratif avait condamné la crèche de Perpignan, j'avais pris une position très claire qui était de dire il y a une loi dans ce pays, si le maire qui est officier de police judiciaire n'applique pas cette loi, je ne vois pas comment on peut demander à quiconque de l'appliquer. Donc là-dessus, je ne pense pas que ce soit un combat essentiel et j'en ferai pas en tout cas un totem. En clair, la mairie ne sera pas dans le patio ? Même si elle est un petit peu excentrée ? La mairie restera dans le patio parce que la mairie fait partie des trucs. Mais je ne suis pas sûr que le combat de la crèche... Voilà, il y a d'autres manières de mettre en avant la tradition du Pessèbre à Perpignan. Et ça avait été le cas précédemment. Hein. Il y avait eu de très très belles expositions de Pessèbres du monde entier qui avaient été organisées pour mettre effectivement la crèche en valeur parce que ça fait partie de nos traditions et ça fait partie d'un certain nombre de valeurs de Noël. Et d'ailleurs... pour avoir rencontré beaucoup de personnes d'autres confessions, y compris de confession musulmane, aucun ne vous reproche en réalité la crèche. Ils vous disent tous que ce n'est pas un problème pour eux, c'est pas un problème. Voilà. Ok. Donc vous êtes le porte-parole de l'association 100% Perpignan, qui a lancé une grande consultation auprès des Perpignanais et des Perpignanaises. Qu'avez-vous retenu de leur retour ? Quelles sont les propositions concrètes qui sont sorties de cette consultation-là et que vous avez retenues dans votre projet ? Alors, le premier des chiffres, moi, qui m'a frappé quand on a sollicité les Perpignanaises et les Perpignanais autour de cette consultation, c'est l'absence de fierté autour de la ville. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, nous avons avec mon équipe choisi comme slogan de liste « Soyons fiers de Perpignan ». Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est un impératif. Et près de la moitié des 3000 personnes qui avaient répondu à cette consultation nous avaient dit qu'elles n'étaient pas fières d'habiter Perpignan. C'est pour moi quelque chose qui n'est pas audible. On est quand même en France, dans un pays cocardier. Normalement, on est fier de la ville dans laquelle on vit. Et on a la chance, à Perpignan, d'avoir une histoire, d'avoir une qualité de vie, d'avoir une culture, d'avoir tout un tas d'éléments qui devraient normalement nous rendre fiers de cette ville. Après, les principales préoccupations qu'on a entendues dans cette grande consultation, c'était les préoccupations du quotidien, la préoccupation de la sécurité, la préoccupation de l'emploi, la préoccupation des services du quotidien, de la relation à l'administration, c'est-à-dire d'une difficulté qui était exprimée de dire la mairie n'est pas toujours au service des habitants. On a souvent l'impression d'une mairie qui est quelque chose d'assez loin, d'assez inaccessible. Et donc ce sont ces éléments-là dont on s'est emparé. Une problématique autour des transports, une problématique autour même de l'identité catalane, comment elle s'exprimait dans la vie quotidienne. Et donc ce sont toutes ces problématiques dont on s'est emparé et qui feront le corps de notre programme pour cette élection de 2026. Donc justement, sur la sécurité, vous en avez parlé. Aujourd'hui à Perpignan, on a 354 caméras, 200 policiers municipaux. On a une des villes de plus de 100 000 habitants qui compte le plus grand nombre de policiers municipaux par habitant. Malgré ce ratio, les chiffres de la criminalité et de la délinquance ne baissent pas, loin s'en faut, ni le sentiment non plus d'insécurité. Vous, maire de Perpignan, que feriez-vous différemment ? Alors, déjà, il y a un premier point, c'est qu'effectivement, la réalité sur le terrain, elle est très mauvaise. Ce que vous entendez au quotidien, c'est à la fois vraiment une perception de l'insécurité et une perception de l'impunité d'un certain nombre. En fait, une toute petite minorité qui semble impunie. Moi, il y a un angle mort dans la politique publique telle qu'elle est appliquée à Perpignan aujourd'hui, c'est l'angle des caméras. Moi, je crois qu'un objectif de mandat simple, c'est chaque rue doit être couverte par une caméra de vidéoprotection. Pourquoi ? En fait, derrière une caméra, il faut quand même des agents. Et alors c'est là qu'aujourd'hui on a des outils qui sont très nouveaux et qui permettent, qui ont été testés par exemple pendant les Jeux Olympiques. Vous avez des outils grâce à l'intelligence artificielle où des logiciels vous permettent non pas d'identifier les personnes, mais vous permettre d'alerter l'agent qui est devant les caméras de telle ou telle situation qui se présente. Vous avez une personne qui est allongée sur la voie publique, la caméra alerte l'agent sur le fait qu'il faut qu'il regarde cette caméra-là. Donc aujourd'hui, vous avez... Après, je ne suis pas sûr que ces dispositifs soient encore... Ils ont été testés, ces dispositifs sont en test et sont en train
train de se développer et vont être utilisables très rapidement. Aujourd'hui, vous avez des villes qui ont vraiment fait de la vidéoprotection un outil. Alors c'est un outil qui est à la fois un outil de dissuasion, c'est un outil qui rassure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous partez en vacances et que vous êtes dans un quartier qui est soumis à de nombreux cambriolages, la présence de la caméra, malgré tout, elle vous rassure. Et c'est un outil qui permet ensuite de résoudre un certain nombre d'enquêtes. Moi, je crois beaucoup à ça. Il y a quand même beaucoup de caméras où les opérations de deal se passent juste en dessous. Après, le sujet, c'est l'usage que l'on fait de ces caméras. Alors, sur le deal, on sait très bien que le maire n'a pas tous les pouvoirs pour le faire. D'ailleurs, le reproche que je fais au maire actuel n'est pas forcément d'avoir tout réussi en la matière. C'est juste que quand il était opposant, il passait sa journée à nous expliquer qu'avec lui, on allait voir ce qu'on allait voir. Et il était venu vous expliquer à vous en 2020 que comme il était très souvent sur les plateaux de télévision, il allait faire bouger les choses à Perpignan d'une manière qu'on n'avait jamais imaginée. Et puis ensuite, il nous a expliqué, j'y peux pas grand-chose, c'est la faute de l'État et cette insécurité, je la subis comme vous et si jamais vous me faisiez ministre, je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous. Moi, c'est pas ma position. Je pense qu'un maire au quotidien, il peut agir. Sur la question du deal, vous avez deux choses. Vous avez la question des consommateurs, qui sont d'abord des personnes entre guillemets malades. C'est-à-dire qu'il y a une question de soins. Qu'est-ce qu'on met en place pour prévenir, pour guérir, pour soigner l'addiction? Et puis vous avez un travail qui peut être mené, et c'est là que les caméras ont vraiment leur rôle, sur l'approvisionnement des points de deal. Comment vous suivez aussi, parce que certes, il y a des consommateurs, certes, il y a des dealers, mais à un moment ou à un autre, il faut que ces dealers, ils approvisionnent leurs points de deal. Et donc, comment le maillage de caméras de la ville peut vous aider? Comment l'installation à l'entrée de la ville d'un certain nombre de lecteurs optiques, de plaques d'immatriculation peut permettre de faciliter les enquêtes, de faciliter l'identification d'un certain nombre de réseaux? Parce que je crois que c'est un travail du quotidien et qu'il ne faut pas lâcher. Au-delà du trafic de stupéfiants et de la violence qu'il engendre, une grande partie des coups et blessures sont aussi intrafamiliales. Quelles sont vos propositions clés sur ce point-là ? Alors là aussi, on a un problème à Perpignan de grande misère sociale. Moi, c'est quelque chose, j'ai passé des centaines, des milliers d'heures à rencontrer des Perpignanaises et des Perpignanais depuis que je suis élu. Et c'est-à-dire, c'est une de mes motivations premières, c'est de voir l'extrême misère qu'on retrouve à certains endroits. Donc vous avez un vrai travail à construire sur la prévention des violences intrafamiliales. Vous avez aujourd'hui, alors il faut travailler sur une véritable maison d'accueil des femmes. Je crois qu'il y a un véritable sujet là-dessus pour donner à chaque femme qui se retrouve en situation de violence la possibilité de s'en sortir, la possibilité de sortir les enfants de cet enfer-là. Mais ensuite, derrière, vous avez un travail d'éducation aussi vis-à-vis des parents. Il y a peu de temps, j'étais avec une directrice d'une école de Perpignan et qui me disait, vous savez, ce qui est terrible, c'est que 80% des gamins de mon école, jamais ils n'entendent parler de l'école à la maison. C'est-à-dire que quand ils sont à l'école, c'est une espèce de parenthèse dans leur vie. Et donc ce travail à faire auprès des parents, ce travail social à faire à côté des écoles, auprès des parents, pour petit à petit les sensibiliser à l'importance de l'école, à l'importance de l'éducation. Donc concrètement, il y aura de la formation, des ateliers. Très concrètement, on veut rapprocher l'action sociale aujourd'hui qui est souvent concentrée dans des maisons de jeunes, dans des maisons de quartier, on veut la rapprocher des écoles. Et il y a une demande aujourd'hui du monde éducatif qui vous dit on se sent seul, on se sent désemparé. Donc on a besoin de ça parce qu'on sait qu'un gamin dont on va s'occuper, c'est un gamin qui tournera bien dans 99% des cas. Donc il faut pouvoir s'approcher au plus près des difficultés qui sont rencontrées à l'école pour identifier les familles qui ont besoin d'aide. Vous l'avez dit, Perpignan a une grande précarité, c'est aussi une forme de violence. En 2024, plus d'un tiers des Perpignanais et des Perpignanaises vit en dessous du seuil de pauvreté. Comment faire baisser ce chiffre qui a explosé depuis 15 ans ? Alors, je crois que là non plus, il n'y a pas de recette totalement miracle, mais il faut que la cause de l'emploi devienne une cause, communale, départementale. Aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y ait pas d'emploi, parce que quand on fait le tour des entreprises, moi je rencontre que des chefs d'entreprise qui me disent j'arrive pas à recruter. Et à côté de ça, je rencontre beaucoup de gens qui me disent je n'arrive pas à trouver de l'emploi. Donc la vraie question, c'est la stratégie qu'on met en œuvre pour à la fois mettre en adéquation les formations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une vraie difficulté. Beaucoup de jeunes se lancent dans des études, dans des formations qui n'ont pas de débouchés réels. À côté de ça, on a des vrais besoins de formation pointue pour un certain nombre de nos entreprises. Est-ce que c'est vraiment de la compétence de la mairie, ça ? Alors, la compétence de la mairie, elle est de créer le climax favorable, le climat pour faire que tous ces gens aient envie de travailler ensemble. Je crois que le maire, évidemment, n'est pas là pour tout résoudre, mais c'est la même chose sur la question de l'insécurité. Il est là pour créer le climat qui va permettre aux acteurs de se retrouver ensemble pour avoir
la solution qui va bien le lendemain. Je crois qu'on peut créer ce dynamisme. La ville de Perpignan, elle peut participer à développer un véritable campus d'excellence d'un côté. La ville de Perpignan, elle peut participer par les infrastructures qu'elle met à disposition, par les infrastructures de transport, par les infrastructures énergétiques, qui vont permettre à des entreprises de venir s'installer ici parce qu'elles auront un avantage concurrentiel. Il ne faut pas être naïf, hein. Une entreprise, pourquoi est-ce qu'elle vient à Perpignan? Pourquoi est-ce qu'elle viendra à Perpignan plus qu'ailleurs? Parce qu'elle y trouve un avantage, elle y trouve un intérêt. Et donc la ville, elle doit créer cet avantage, elle doit créer cet intérêt-là pour que des entreprises viennent. Mais pour moi, il y a l'éducation d'une part et la capacité de rentrer dans l'emploi. Et surtout, le fait de réaffirmer tout le temps, et ça c'est le rôle aussi d'une ville, c'est le rôle de tous les services, de toutes les associations, que tout le monde à Perpignan, quel que soit le quartier dont il est originaire, quelle que soit la famille de laquelle il est issu, peut s'en sortir dans cette ville. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réaffirmer à temps et à contre-temps. Vous avez parlé de développement économique, c'est aussi une compétence qui n'est pas de Perpignan, c'est la communauté urbaine qui gère le développement économique. Si vous êtes maire de Perpignan, est-ce que vous serez aussi candidat à Perpignan Méditerranée Métropole? Alors, très clairement, oui. Rien que pour les Perpignanaises et les Perpignanais. Quand vous appelez pour poser une question à un service municipal et qu'on vous répond « c'est pas nous, c'est l'agglo », c'est insupportable. Donc il faut que le maire de Perpignan soit aussi le président de la communauté urbaine. Ce qui permettra déjà de dire aux Perpignanaises et Perpignanais, quand vous avez une question, vous savez que vous avez le bon interlocuteur puisque c'est lui partout. D'autre part, Perpignan est le cœur de ce département. On a la particularité dans ce département de n'avoir qu'un seul cœur battant avec la ville de Perpignan. On n'a pas plusieurs pôles. Et donc aujourd'hui, il y a une dépendance de l'entièreté du département à Perpignan et au développement, à la renaissance de Perpignan. Et je crois que cette compétence économique, elle est certes portée par la communauté urbaine, mais c'est la ville de Perpignan qui est le principal financier de la communauté urbaine. Et donc les deux sont intimement liés, et pour moi, le maire de Perpignan est président de la communauté urbaine. Il y a aussi un sujet sur le dynamisme commercial, avec des boutiques qui ferment au centre-ville, des grandes surfaces qui sont pléthores en périphérie. Quelles sont vos propositions pour redynamiser, pour faire que le centre-ville vive, soit battant au niveau commercial et pour attirer et pour faire en sorte que les gens ne sortent pas et n'aillent pas systématiquement dans les grandes surfaces? Alors là aussi, je pense qu'il faut prendre le problème à l'endroit. Le premier des axes, la première des questions, c'est qui veut habiter en centre-ville? On est encore dans une ville dans laquelle, dès que vous en avez les moyens, vous cherchez à quitter le centre-ville. Et ça, il faut inverser cette tendance. C'est-à-dire qu'il faut qu'une partie de la population choisisse et soit fière de venir réhabiter au centre-ville. C'est la première des conditions qui fera un dynamisme au centre-ville. Le deuxième des points, c'est qu'il faut... Les grandes surfaces, elles existent. On peut le déplorer, et à chaque campagne électorale, on entend les mêmes déplorations, et les mêmes qui se battent pendant les campagnes électorales contre l'installation de grandes surfaces, vous proposent de continuer à en construire de nouvelles une fois qu'ils sont aux manettes. Donc je pense qu'il faut sortir de cette incantation-là. Il faut aussi sortir de la dynamique qui a conduit à installer la plupart des professions libérales en périphérie de ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je me suis battu par exemple au conseil municipal contre l'extension du Mas Delfaux, contre la construction de 10 000 m² de bureaux supplémentaires qui allaient contribuer encore à vider le cœur de ville de Perpignan de ces professions libérales. En même temps, ça crée de l'emploi aussi. Oui, mais ces professions libérales, elles peuvent s'exprimer en cœur de ville pour beaucoup d'entre elles. Et d'ailleurs, dans la plupart des villes aujourd'hui, on a un mouvement inverse. Si vous êtes un avocat important de la ville, vous devez être place République. Vous n'êtes pas dans une zone commerciale de périphérie. Ensuite, je crois que le cœur de ville ne sera plus le centre commercial qu'il a pu être il y a 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, les cœurs de ville sont différents. Les cœurs de ville, ce sont des lieux de balade, des lieux de culture, des lieux de vie. Donc il faut, et la mairie a vraiment son rôle à jouer là-dessus, réaménager le centre-ville de Perpignan pour le penser comme ça. C'est la raison pour laquelle, par exemple, moi je porte un grand projet historico-culturel, on va dire, de parc urbain qui irait des jardins de la Mirande jusqu'au Campo Santo. Vous avez là une dizaine de monuments historiques dessus. Il faut en faire un lieu de vie, un lieu de culture, un lieu d'attrait et pour les Perpignanaises et Perpignanais et pour les touristes qui pourraient y venir. Et je crois qu'il faut qu'on retrouve l'idée que le centre-ville de Perpignan, c'est un lieu de promenade.
tout comme on va les jours où il fait beau sur la promenade de Canet. Vous voulez peut-être sortir la voiture du centre-ville aussi, faire de la piétonisation? Il y a une vraie réflexion autour de la piétonisation. C'est très bien. Vous savez, il y a une étude de l'ADEME qui est sortie là, au mois de novembre dernier sur la marche à pied et qui montrait que le taux de vacances commerciales dans les villes où la voiture était présente dans l'hypercentre-ville était de l'ordre de 14 ou 15%. À Perpignan, on est à 16,5%. Et montrait qu'au contraire, dans les villes dans lesquelles il y avait vraiment un espace réservé aux piétons sur l'hypercentre, on se retrouvait avec des taux de vacances commerciaux à moins de 3 ou 4%. Donc il y a quand même une vraie réflexion sur l'accessibilité du centre-ville et sur la capacité que les habitants du département vont avoir de se réapproprier cet espace qui est un lieu finalement assez merveilleux. Quand on parle de voiture, de transport, on parle aussi du transport en commun. Le candidat insoumis, Michaël Hydrac, lui propose de mettre la gratuité des transports en commun, enfin en gros des bus. Quelle est votre position sur ce point-là? Ma position, elle est réaliste. La première, c'est qu'il faut d'abord des transports en commun qui fonctionnent bien. Aujourd'hui, c'est pas normal que si vous êtes porte d'Espagne et que vous souhaitez aller à l'hôpital, vous puissiez mettre 40 minutes parce que le bus n'a pas de voie qui lui permet d'avancer rapidement. Donc déjà, il y a une vraie réflexion sur le plan de circulation pour avoir des transports en commun efficaces à Perpignan. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut faire plein de choses. On peut faire des voies réservées au bus quand le bus est là et qui sont ouverts à la circulation le reste du temps. On peut imaginer énormément de choses. Ce serait pas un peu le bazar, ça? En gros, cette piste-là, on peut la prendre, mais on ne sait pas quand. Ça a été le cas à très bien. Vous savez, c'est le principe d'un feu rouge à l'entrée. Le feu est vert quand le bus va arriver pour permettre, ou le feu est rouge plus exactement quand le bus va arriver. C'est des choses qui se développent. Voilà. Bon. Le deuxième point, c'est que quand on parle de gratuité, on oublie toujours que derrière, ce sont les entreprises qui paient, puisque c'est le versement mobilité des entreprises qui permet de financer la gratuité des transports. Et aujourd'hui, malheureusement dans ce département, et malheureusement sur la communauté urbaine de Perpignan, nous n'avons pas suffisamment d'entreprises. Donc c'est une promesse démagogique. Et là aussi, vous avez une étude très sérieuse qui a été réalisée par la Cour des comptes et qui montre qu'en fait, la gratuité des transports n'induit aucun report modal. C'est-à-dire que vous avez des gens qui étaient piétons ou cyclistes qui à un moment profitent de la gratuité des transports pour monter dedans, mais ça ne fait pas baisser la place de la voiture et ça ne fluidifie pas plus que ça les transports. Donc nous, c'est pas le modèle qu'on va privilégier. Mais plus efficace. Il faut le garder payant, il faut le rendre efficace, il faut évidemment des tarifs adaptés aux différentes situations. Et par contre, on peut utiliser des formes de gratuité sur certains week-ends commerciaux, sur un certain nombre d'événements, pour inciter à prendre ces transports. Et ça n'empêche pas de développer en parallèle des navettes gratuites sur l'hypercentre qui vont aussi desservir un certain nombre de stationnements, un certain nombre de parkings extérieurs. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut imaginer autour de ça, mais la gratuité totale, je crois qu'à Perpignan, c'est un vœu pieux et ça n'arrivera pas. Selon un sondage, 52% des Français estiment que leur commune est mal préparée aux impacts du changement climatique. Vous, maire de Perpignan, comment préparer Perpignan au climat de 2030 pour les écoles, la sécheresse, les îlots de chaleur? Qu'est-ce que vous proposez dans ce cadre-là? Là aussi, je crois qu'il faut en tout cas changer radicalement de modèle. On a quand même quelques exemples. À Perpignan, ça a été un feuilleton qui nous a occupé pendant 3 ans au conseil municipal de Perpignan, les 420 mètres de l'avenue des Baléares qui ont été rénovés. Rénové, je ne sais pas si c'est le mot est juste, où on a coupé les 50 arbres qui étaient en place, on a construit des pistes cyclables sur les trottoirs, on a tout recouvert de bitume, de bitume noir, on a mis des lampadaires uniquement d'un côté de la rue, comme ça on est tranquille, de l'autre côté on a tous les coins sombres qui permettent à toutes les délinquances de s'installer. L'inverse de ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, vous avez des exemples qui ont été réussis. Il suffit d'aller regarder en Espagne, une ville comme Séville, ils sont confrontés à des problèmes de sécheresse, ils sont confrontés à des problèmes de forte température infiniment supérieurs aux nôtres. Et ils ont réussi, grâce à des plans ombres, à repenser l'urbanisation. Mais moi je crois surtout que derrière il y a une question d'acceptabilité. Qu'est-ce qu'on fait pour que la population se dise « mais en fait, ces nouvelles règles qu'on met en place, elles sont bonnes pour nous, elles nous sont favorables ». Je crois que c'est un véritable sujet aujourd'hui. C'est-à-dire comment on montre qu'on va faire des travaux qui vont peut-être coûter un peu plus cher, qui vont avoir un certain nombre de contraintes, mais qui à un moment vont rendre la vie beaucoup plus efficace et beaucoup plus agréable. Et on a cette problématique-là quand on construit un bâtiment, quand on rénove une école, quand on refait une route, et ça c'est vraiment le cœur de l'action municipale. Donc pour moi, transition écologique égale
rénovation urbaine. D'accord. Vous parliez de rénovation urbaine, justement. Un des épisodes qui revient régulièrement sur les municipales, c'est la rénovation urbaine de Saint-Jacques et ce quartier historique de Perpignan. Moi, très clairement, ça fait plusieurs années au conseil municipal que je m'oppose à ce qui est fait. On est en train d'utiliser aujourd'hui des millions d'euros pour transformer Saint-Jacques en un vaste champ de logement social. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une rue Lucia qui sera la première qui sera traitée, qui sera bordée de logement social de haut en bas. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne... Mais c'est pas bien le logement social ? Ben, le logement social, c'est bien, mais pas quand on le concentre dans le quartier le plus pauvre de France. Parce qu'on sait très bien ce qui arrive. Le vrai sujet, il est la mixité autour du logement social. Vous faire de la gentrification ? Moi, j'en ai aucun problème avec ce mot-là. Oui, je pense que ce mot est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut retrouver à Saint-Jacques des propriétaires occupants. Et je crois que la politique municipale, elle doit être tournée vers la capacité à faire venir à Saint-Jacques et dans tout l'hypercentre de Perpignan des propriétaires occupants. C'est une politique... pas forcément alors, dans le même sens que les habitants de Saint-Jacques. Si, parce qu'il y a beaucoup d'habitants de Saint-Jacques qui seraient très heureux si la ville les aidait à retrouver leur capacité de propriétaire à Saint-Jacques. Je crois que le vrai sujet, il est là. Et d'avoir des propriétaires qui vont prendre soin de leur quartier, qui vont se sentir, ça sera la réalité chez eux. Et on a quand même un exemple à Perpignan d'une rénovation urbaine qui a fonctionné dans cet esprit-là. Ce qui a été fait autour du quartier de la Gare depuis il y a une vingtaine d'années maintenant, autour de la place de Belgique, où la ville a participé à racheter des bâtiments pour les revendre, quelquefois en y perdant de l'argent, c'est-à-dire en investissant, à de futurs propriétaires occupants avec des règles très strictes de rénovation. Et ces gens-là se sont emparés de leur quartier et ce quartier est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de fatalité à Saint-Jacques, mais croire qu'on va tout résoudre avec de l'argent public, avec de l'argent magique à Saint-Jacques en construisant du logement social, c'est une illusion. Et d'ailleurs, ça fait 30 ans que ça ne fonctionne pas. Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec des jeunes. Ils découvrent le métier de journaliste dans notre rédaction. Et dans ce cadre-là, certains ont souhaité poser des questions aux candidats. Donc, et c'est Kylian qui se lance sur la question à candidat Bruno Nogared. Donc, voilà la tablette avec Kylian. Bonjour, je m'appelle Kylian, j'ai 19 ans. Perpignan a une mauvaise image. Que proposez-vous pour l'améliorer ? Je remercie Kylian pour cette question, mais elle recoupe la préoccupation qu'on avait évoquée tout à l'heure quand on a parlé de la grande consultation, c'est-à-dire l'absence de fierté que les Perpignanaises et les Perpignanais ont pour leur ville. Nous avons franchement la chance de vivre dans une belle ville. Donc aujourd'hui, le maire de Perpignan, il va contribuer à changer l'image de cette ville en offrant le maximum de services, en développant une rénovation urbaine de qualité, en faisant que les Perpignanais vont se dire « mais waouh, ce cœur de ville de Perpignan, il n'est pas celui que je connaissais il y a 10 ou 15 ans. » Et à partir de là, vous allez voir que l'effet réseaux sociaux, l'effet waouh, il va se développer. On va avoir Perpignan la rayonnante ? Moi, j'aimerais bien que Perpignan brille. Mais vous voyez, la différence entre le maire actuel et moi, c'est que moi, je ne crois pas que ce soit des slogans qui fassent briller une ville. Je ne crois pas que ce soit de la communication qui fasse briller une ville. Je crois que c'est la réalité du travail sur le terrain. Et c'est quand même très impressionnant. Vous allez dans d'autres villes du pourtour méditerranéen, vous découvrez des quartiers entiers qui ont changé. Vous découvrez des villes qui ont changé, dont les habitants vous disent « Waouh, mon maire, je ne veux pas en changer ». Et des maires qui sont très à droite, très au centre, très à gauche. Donc ce n'est pas une question de couleur politique du maire, c'est bien une question d'investissement politique de ce maire. Donc avec Bruno Nogared, on fera waouh à Perpignan, c'est ça ? C'est très clairement l'objectif, je crois. Mais moi, je suis fier de cette ville, je l'aime cette ville, et je veux qu'elle brille de mille feux, et je veux qu'on puisse se dire, mais quand même, on était assis sur une merveille, et enfin, on voit la merveille, et on va le faire. Pour cette campagne, le maire sortant, Louis Alliot, est dans tous les médias nationaux, a raison entre autres de s'est démêlé avec la justice. De son côté, Michaël Idrac de la France Insoumise a fait appel au cadre du mouvement de la France Insoumise avec la venue annoncée de Jean-Luc Mélenchon. Comment pouvez-vous exister dans ce mouvement qui vise à nationaliser l'élection municipale de Perpignan ? Mais moi, au contraire, je cherche tout l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, je vous l'ai dit au début de cet entretien, je ne prétends pas faire de politique nationale. J'ai mes idées sur un certain nombre de sujets, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce soit la préoccupation des habitants de cette ville. Moi, je crois d'abord à un mandat local. Je crois à des bonnes solutions locales. Je crois à un investissement local. Et je ne crois pas qu'il y ait de recettes miracles portées par un national qui est quand même en énorme crise. On a là affaire à deux partis politiques, que ce soit le Rassemblement national ou LFI, qui nous donne quand même un triste spectacle au niveau de l'Assemblée nationale, qui sont tous dans des querelles d'appareils, dans des querelles de logique de pouvoir, de recherche de pouvoir, qui sont tous concentrés par un seul objectif qui est l'élection présidentielle, c'est leur obsession.
Moi aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas et je ne crois pas que ce soit la nécessité dont Perpignan a besoin. On a eu cette expérience pendant 6 ans d'un maire qui a une posture nationale, qui est connu au niveau national. Rappelez-vous, il nous avait promis avant le premier tour des élections municipales de 2020 qu'il allait renverser la table, que grâce à sa médiatisation, Perpignan, on allait voir ce qu'on allait voir. Le résultat, il est quand même très différent. C'est-à-dire, il est plutôt planqué sous la table aujourd'hui. Donc, c'est pas vraiment dont je rêve pour ma ville. Et moi, ma position est très claire. Je suis un homme de la société civile, je suis un chef d'entreprise, je m'investirai pour servir dans cette ville. Et si les Perpignanaises et Perpignanais veulent continuer avec des politiques nationales, ils auront le choix de leur bulletin de vote le jour de l'élection. Justement, vous faites partie de la société civile. Vous êtes chef d'entreprise. Louis Alliot, vous lui avez reproché de ne pas être un maire à 100%. Vous êtes chef d'entreprise. Comment ferez-vous? Serez-vous un maire à temps plein, à temps partiel? Comment ferez-vous avec votre entreprise? En plus, si vous êtes maire de Perpignan, président de la communauté urbaine, quid de votre entreprise? Alors c'est très simple, il se trouve que j'ai une 60aine de salariés, j'ai autour de moi 3 directeurs généraux adjoints qui ont chacun des qualités bien plus grandes que les miennes. Et donc on a convenu que le jour où je serai maire de cette ville, évidemment, je ne m'occuperai plus de mon entreprise, je ferai une parenthèse dans ma vie professionnelle. Alors c'est un gros avantage aussi pour les habitants, c'est que cette parenthèse, je l'ouvrirai pas pour 40 ans. C'est-à-dire je n'ai pas de vocation à être homme politique à vie. C'est-à-dire je crois que c'est très important d'avoir de plus en plus des engagements de personnes de la société civile qui mettent entre parenthèses un engagement professionnel et qui font ce choix au service d'une ville ou d'une population. Et je le ferai, et oui, je me consacrerai à 100% à Perpignan. Il nous reste quelques minutes sur cet entretien. Il y a quelques sujets qu'on n'a pas encore abordés, la culture, le sport, la catalanité. Vous avez 2-3 minutes pour répondre à ces questions. Culture, sport et catalanité, tout d'un coup. Tout d'un coup. C'est un challenge. Non, mais la question de la culture, on sait bien que la culture est là, c'est un homme, c'est mon métier aussi. Donc j'ai conscience que la lecture est un sujet extrêmement important, un des aspects de la vie culturelle. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette culture, il faut la rendre accessible au plus grand nombre. Parce que la culture, c'est quand même le trésor de ceux qui n'ont rien. Et je crois que dans une ville qui connaît la misère sociale que connaît Perpignan, l'accès à la culture est quelque chose d'extrêmement important. Je vous prends un exemple, on pourrait en parler pendant des heures. Nous avons un théâtre municipal, nous avons des outils, nous avons un théâtre municipal. À côté de ça, nous avons dans la plupart des quartiers de la ville des troupes de théâtre amateurs. Aujourd'hui, la ville de Perpignan leur propose de louer le théâtre municipal si elles ont besoin de monter une pièce ou un spectacle. Moi, je rêverais d'une ville dans laquelle tous les week-ends, chacune des troupes de théâtre de la ville puisse avoir accès à cet outil qu'est le théâtre municipal pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir gratuitement, grandir. Vous voulez dire? Gratuitement, je pense que c'est un des services que la ville doit rendre, évidemment, pour développer la culture. Sur la question du sport, là aussi, le sport est un des outils d'intégration qui fonctionne encore. La chance qu'on a, c'est que dans le sport, vous avez encore des règles, un esprit d'équipe, le sens d'un effort, parce qu'on se rend bien compte que sans effort, sans respect des règles et sans vie d'équipe, on ne peut pas réussir. Donc je crois que le sport est un outil d'intégration et un outil qui permet à des enfants qui sont nés, entre guillemets, dans des familles très défavorisées, de s'en sortir. Là aussi, le rôle de la ville, il est de créer d'abord des équipements sportifs. Il est de faire qu'à proximité, dans tous les quartiers de la ville, on puisse trouver des lieux dans lesquels on puisse pratiquer le sport. En plus, le sport est un lieu intergénérationnel. Il permet de mélanger aussi les générations. La question de l'identité catalane, là aussi, j'entends beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a une candidate d'ailleurs qui veut changer le nom, qui veut revenir à Perpignan la Catalane. Non, vous avez utilisé le bon mot, revenir, mais moi je ne crois pas que dans la vie on revienne en arrière. J'étais le premier à déplorer ce changement de nom, je l'ai déploré parce qu'il a coûté très très cher, et que fondamentalement, c'est pas parce que vous changez une étiquette que le contenu du bocal est différent de ce qu'il y avait dedans. Donc il faut d'abord bien cuisiner pour que dans le bocal il y ait quelque chose d'appétissant. Moi je crois qu'on s'en sortira demain avec une identité de territoire qui sera beaucoup plus large que Perpignan, avec la capacité à faire travailler ensemble l'ensemble des acteurs de ce territoire. Et c'est ça qui permettra demain d'avoir une identité de marque qui correspondra à un territoire. Mais, vous l'avez dit au début de l'entretien, moi je suis un Catalan de cœur, c'est-à-dire que j'ai choisi de vivre à Perpignan. Alors c'est peut-être un atout par rapport à ceux qui le subissent depuis leur naissance. Mais
j'ai aussi cette culture pour être né en Bretagne, pour avoir connu cette région-là. Moi, je suis très inspiré par la dimension très naturelle de la culture bretonne, par la manière dont la culture bretonne a irrigué aussi bien l'architecture locale, irrigue les fêtes populaires, irrigue la cuisine, et de manière très naturelle, et touche toutes les populations. Quand vous allez en Bretagne, que vous soyez un touriste, que vous soyez né là-bas depuis 25 générations, que vous veniez vous y installer, vous êtes breton dans l'âme. Il faut qu'on trouve cette identité catalane à Perpignan qui fera la force de notre territoire et qui sera une identité populaire qui imprégnera et qui fera que vivre à Perpignan, ce n'est pas vivre à Narbonne ou Béziers. Bruno Nogared, sincèrement, pourquoi voulez-vous être maire de Perpignan ? Eh bien parce que depuis, vous savez, je me suis longuement posé cette question, parce que j'ai la chance de vivre dans un certain confort, j'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît, d'avoir tout un tas une vie très correcte. Et j'ai rencontré énormément de misère, j'ai rencontré énormément de difficultés, j'ai rencontré énormément d'angoisse chez beaucoup d'habitants de cette ville depuis que je suis élu. Et ça m'a donné l'énergie, la force pour pouvoir les servir. Moi, je crois vraiment à cette alors c'est peut-être un peu naïf comme vision, c'est peut-être un peu, je sais pas, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, je crois à des personnes qui s'engagent pour servir, pour apporter ce qu'ils ont au fond d'eux, pour essayer pendant quelques années de leur vie de participer au bien commun. Donc oui, je le fais pour ces raisons-là, je ne le fais pas par... encore une fois, je n'ai aucune vocation à faire une carrière politique nationale, je ne vois pas Perpignan comme un tremplin, je le vois comme un lieu de service et c'est un lieu exigeant. Et j'ai coutume de dire que la plus grande des vertus qu'on demande à un candidat, c'est la vertu d'humilité, à un maire. Parce que vous pouvez avoir les plus grandes idées possibles sur tous les sujets. Et quand vous êtes confronté au réel, c'est de la vie des gens dont il s'agit. Et ce réel-là, à un moment, il vous rattrape. Donc il faut que vous soyez capable aussi d'une véritable humilité qui vous permette ensuite de pouvoir être vraiment au service des populations. Merci beaucoup. Je vous en prie et je vous remercie de donner du temps au temps, c'est important parce que souvent dans les campagnes ça va très vite, trop vite, on n'a pas le temps d'exprimer ses idées et grâce à vous on a pu le faire, donc merci. Merci à vous.